Boker Tov, bonjour. Donc, bienvenue à notre étude de cette semaine, Parashat Vaïchi, jeudi matin, Parashat Vaïchi. On étudie les derniers mots du premier livre de la Torah. Désolé pour la première partie qui n'a pas pu être audible. On est dans les premiers mots de la Parashat Vaïchi et on introduit l'histoire de la fin de vie de Yaakov lorsque Yaakov demande à son fils Yosef, qui est actuellement vice-roi d'Égypte, de jurer en plaçant sa main sous sa mila afin de promettre à son père, jurer qu'il allait l'enterrer en dehors de l'Égypte. Donc j'étais en train de m'arrêter sur les mots Chesed Shelemet. Donc première référence, Bereshit 47, les premiers mots de la parashat Vaïchi. Vaïk Revo Yemé Israël. Yaakov s'approche de sa fin de vie. Il va voir son fils. Il lui dit, s'il te plaît, place ta main sous ma hanche et rends-moi ce service. J'ai expliqué que Chesed Shelemet, Rashi va nous dire, Rashi juste en dessous, Chesed Imametim, rendre service à un mort, ou Chesed Shelemet, c'est de la bonté, de la générosité authentique chez Eno Metzapel et Tashlum Gemoul, parce qu'il est clair que dans ces conditions, il n'est pas dans l'attente d'une quelconque rétribution. Il est clair que quand on rend service à quelqu'un de manière générale, on peut imaginer qu'on soit en mesure d'attendre un retour à un moment donné. Lorsqu'on accompagne quelqu'un, lorsqu'on réalise la dernière volonté, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On va en parler quelques instants sur ce Chesed Shelemet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihiyah bidvaro. Amen. C'est un vrai sujet, l'importance que la Torah attribue à respecter la dernière volonté d'un individu. La Torah va dire, par exemple, que lorsque quelqu'un va dire quelque chose en fin de vie, on doit tout faire pour le respecter. On va voir juste tout ça, on en parle dans quelques instants. En tout cas, je reviens. Yaakov demande à... C'est la dernière. Il y a une feuille au bout derrière. Yaakov demande à son fils donc de jurer qu'il ne l'enterrera pas en Égypte. Pourquoi? Donc Rashi, on continue. Première raison, Sofan liyot afaram kinim. Première raison dans Rashi, il va évoquer trois raisons pourquoi il le fait jurer de le sortir d'Égypte et de l'enterrer ailleurs. Premièrement, parce qu'il y aura une plaie en Égypte qui va rendre tout ce qui est sous terre, la terre, le sable, la poussière du sol deviendra kinim. Vermine. Donc Yaakov voulait pas que son corps soit assimilé à cela. Deuxième raison, tous les morts enterrés hors d'Israël devront, pour revenir en Israël, par la suite, se rouler, ou en tout cas suivre un genre de tunnel qui mène en Israël. Et donc Yaakov demande à son fils d'éviter de ne pas avoir à vivre cette scène. Troisièmement, chez le Yasuni Mitzraïm Avodazara, pour ne pas que les Égyptiens fassent de ma sépulture une idole. Yaakov, c'est quelqu'un de grand, il a du mérite, c'est un saint, il pourrait être vénéré en Égypte et être considéré comme une idole, et par conséquent... Ça vient, l'histoire de rouler sous la terre. Rachid, je cite Rachid. Encore une fois, chez Ela Betzar, Gilgul Mechilot, encore une fois, je ne sais pas à quel niveau, jusqu'où on va le prendre, jusqu'à quel niveau de compréhension on doit avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yaakov va utiliser ces trois raisons pour qu'il n'y ait pas quelque part de possibilité de s'en sortir. C'est-à-dire, si c'était que pour l'histoire de la vermine, il aurait pu le mettre dans un cercueil, dans une boîte. Mais il y aurait les autres problèmes. Si c'était que pour la problématique, par exemple, de ces fameux tunnels, de rouler de hors d'Israël vers Israël, on aurait pu imaginer qu'il l'enterre temporairement. S'il le met dans la terre, on aurait pu imaginer qu'il l'enterre vraiment en terre. S'il le met en terre, s'il ne le met pas dans une boîte ou s'il ne le conserve pas, ils ne pourront pas en faire de l'idolâtrie. Donc il y a trois raisons, peu importe le bout par lequel tu veux prendre la problématique. Je ne veux pas rester en Égypte, je veux que tu me jures que tu m'emmènes en Israël. Regardez la suite de l'histoire, et c'est là où ça va être perturbant, c'est le sujet de notre réflexion du jour. La première chose que Yaakov va répondre, il va dire, que Yosef va répondre à son père, pardon, il va dire, non, papa, tu me demandes de jurer en tenant ta mila, c'est pas possible. Midrash Sechel Tov, c'est un descendant, c'est son fils, il ne peut pas toucher la mila de son père. D'ailleurs, le Baal al-Chok de l'autre, juste après, va dire Yesh Omrim, Shasur la Adam Ikanes Lamechat Simaviv. Il y a une problématique d'aller au bain, de se retrouver nu avec son père, parce que justement, c'est pas adapté. Rappelez-vous, lorsque les deux enfants de Noach sur trois
ont voulu couvrir l'erreur de leur frère, le père qui était nu et le frère qui leur racontait notre père est nu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont entrer avec une couverture pour le couvrir, mais à Choranit, en marchant à reculons, sans regarder, parce que justement, on ne regarde pas. Donc, Yosef va dire à son père, papa, je ne peux pas faire ça. Alors, on aurait pu dire que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Yaakov va lui dire, malgré tout, Hishavali, au moins jure-moi, promets-le-moi, jure-le-moi. Va Hishavalo. Alors, il va lui jurer sans toucher, mais il va quand même jurer. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Va Yomer Hishavali, regardez la suite, le commentaire du fils du Rambam. J'entends bien que tu acceptes, j'entends bien que tu le veuilles, mais je veux que tu jures malgré tout. Et il jure. Et la fin, Israël al-Rosh Hamita, la fin de l'histoire, c'est que Yaakov, le père, se prosterne devant son fils Yosef. Et Rashi va dire, Ta'ala Be'idne, Rashi très pointu, qui dit à Shoual. Il y a dans le royaume de la forêt des animaux, il y a un tour de rôle qui règne sur la forêt, selon la légende, selon l'image. Et donc parfois vient le tour du lion. Bon, le lion qui soit le roi des animaux, ça s'entend. Le loup, bon, c'est des animaux qui méritent quelque part le leadership. Mais parfois c'est le renard. Et le renard, finalement, il n'a pas véritablement le mérite d'être à cette place. Mais il a réussi à le faire à travers sa langue, à travers sa ruse, sa diplomatie. Mais il n'a pas les capacités, il n'a pas les compétences. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, lorsque c'est son heure, prosterne-toi devant lui. Même si ça n'est qu'un renard et qu'il ne mérite pas quelque part cette position de leadership, quand c'est lui qui est en position de leadership, prosterne-toi devant lui. Soit parce que, l'explication la plus simple, c'est parce que, encore une fois, c'est son moment, et si tu veux t'en sortir, ben, tu dois jouer les règles du jeu, même s'il n'est pas légitime, concrètement, c'est lui qui a le leadership, donc incline-toi. Rachid va dire que c'est ce qu'on va utiliser, ce que Yaakov va utiliser par rapport à Yosef. Il va dire, certes, ça n'est que mon fils, mais c'est mon fils, le vice-roi. Donc, si je veux que ça fonctionne, ce que je lui demande, c'est son heure, je m'incline devant lui. Et cette histoire pose énormément de problèmes. Rappelez-vous d'abord que dans l'histoire du peuple juif, on n'en a pas beaucoup qui sont nommés tzaddik. Yosef Hatzadik fait partie de ces rares personnages qu'on appelle Yosef le tzaddik. Par définition, c'est que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de droit. Et que s'il dit à son père, tu veux pas être enterré en Égypte, je ne t'enterrerai pas en Égypte, normalement, ça devrait suffire. Ce à quoi on va ajouter, Chesed Shalemet, l'importance absolue de respecter les dernières volontés d'un individu. En l'occurrence, si son père lui demande explicitement de l'enterrer hors de l'Égypte, l'emmener en Israël, il y a toutes les raisons du monde de se dire qu'il va le faire. Et qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov? Il ne va pas se contenter de cela, il ne va pas avoir confiance, et on ne comprend pas pourquoi. Il va lui faire tenir sa mila, ce qui est totalement problématique. Et lorsque Yosef refuse, il va lui faire jurer. Ça ne suffit pas, ça y est, il s'est engagé fermement. Pourquoi est-ce que tu dois le faire jurer? Et le comble du comble, c'est de faire se prosterner. Que Yaakov se prosterne devant son fils, alacriquement à nouveau problématique. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un père a le droit de se prosterner devant son fils, peu importe la situation de son fils? On raconte, il y a une marque locale parmi les décisionnaires entre Maïmonide et Le Roche. Lorsqu'un fils se retrouve en position d'avoir la rabbanoute, d'être le maître, le leader de la communauté, et que le père est devant, et que le père est le disciple du fils, il doit se lever devant qui? Normalement, le fils se lève devant le père. Mais en même temps, l'élève se lève devant le maître. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Maïmonide nous dit, dans ce cas, le père n'a pas à se lever devant le fils. Le Roche va dire les deux se lèvent l'un devant l'autre. Ça crée une situation où lorsque le père entre, le fils se lève, le père se lève. Lorsque le père est rentré, que c'est le fils qui entre, les deux se lèvent. Ça va jusqu'au point où le Maharam de Rothenburg va dire, on raconte que le Maharam de Rothenburg était un des plus grands maîtres de l'époque de la partie Ashkenaz. Il s'est retrouvé un jour, il était le maître dans une ville. Il a été nommé en position de leadership, et son père, qui était dans ce secteur, avait tendance, souhaitait logiquement se lever. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a évité toute situation, il a quitté la ville, il s'est mis dans un endroit où le père ne vivait pas là-bas, pour ne pas être confronté à cette situation qu'il entre dans une pièce et que son père est à se lever pour lui. Donc c'est vraiment problématique. Et Yaakov, quand son fils lui a déjà promis, quand il s'est engagé, il va quand même se prosterner. Quel est le sens de toute cette histoire? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe derrière? Donc c'est toujours la réflexion du début, la réflexion qui nous permet d'entrer en matière. Rappelez-vous, aujourd'hui on a la chute du cours dans la partie qui n'était pas enregistrée au départ.
La chute du couple, c'est d'arriver sur trois enseignements, principalement deux, mais avec une déclinaison. Et dans ce qui nous concerne, notre développement et celui de notre relation à nos enfants, rappelez-vous que actuellement, on est dans la série, dans le cadre de la série L'art d'être parent. On en a fait 4 sur 6, il en reste 2, les 2 prochains lundis. D'ailleurs, ceux qui voudraient rejoindre le bateau en route pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants, n'hésitez pas. C'est lundi soir à 21h, les 2 prochains lundis avec l'aide de Dieu. Donc, dans ce cadre-là, on va voir comment cette histoire-là, dans ce passage, la difficulté, l'ambiguïté de ce passage, le rapport Yaakov-Yosef sur cette problématique, est-ce qu'il est enterré en Israël, est-ce qu'il est enterré en Égypte, qu'est-ce que ça nous laisse entendre? On avance. Donc, le Ibn Ezra va dire, il pose les questions qu'on se pose. Référence numéro 2. Lama bikesh shavalo. Pourquoi il lui demande de jurer? Est-ce qu'il le suspectait de ne pas respecter sa volonté? Le Midrash rajoute. Il dit, on va apprendre de cette histoire que Yaakov va donner des directives précises sur la manière dont on va transporter sa sépulture de l'Égypte en Israël. Il va dire exactement qui va porter. Yaakov et Yosef, vous ne portez pas. Par contre, il y a 3 enfants à droite, 3 enfants à gauche, 3 enfants de chaque côté pour aller justement transporter Yaakov en Égypte. Et la conclusion de ce texte, c'est mitzvah lekayem divrei hamet. C'est une mitzvah, c'est un commandement de respecter la volonté de la personne qui nous quitte. Ça va très loin. On a l'obligation, ça fait partie de cette gentillesse, de cette faveur, de cette bonté, de cette générosité qu'on accorde à la personne qui nous quitte, comme elle n'est pas capable de rendre, comme elle n'est pas capable de faire, et en plus qu'elle n'est pas capable de rendre, on lui fait ce chesed, on lui rend cette bonté en faisant le maximum pour respecter. Je précise quand même, parce que cette semaine, j'ai été confronté à cette situation, il y a une exception importante, bien évidemment, c'est lorsqu'il s'agit de ne pas respecter son bien-être, en l'occurrence l'enterrement. La question se pose quand parfois on a une personne qui a demandé d'être incinérée, et bien évidemment, ce principe ne s'applique pas puisque le plus beau cadeau qu'on puisse faire, et j'insiste, je le dis en quelques secondes avec toute l'insistance du monde, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une personne qui nous quitte, et je fais une seconde de pause, une toute petite fenêtre de pause. J'ai été confronté à cette situation-là il y a à peine 24 heures, et c'est très très difficile. Ceux qui ont dans leur entourage des personnes qui sont âgées et qui ont laissé entendre un jour qu'elles souhaitaient se faire incinérer, c'est maintenant le moment d'en parler, de tout faire, tout ce que vous pouvez, parce qu'arrive un moment où c'est tellement plus difficile, voire parfois plus possible de bouger les choses, et c'est vraiment dramatique. Donc, dans le cadre de Chesed Shalemet, du bien qu'on peut faire, du plus beau bien qu'on puisse faire à une personne qui nous quitte, cette bonté authentique qui n'attend rien en retour, effectivement, il y a à respecter sa dernière volonté de manière générale. On va dire que s'il décide, par exemple, souvent le cas, c'est une personne qui dit je ne voudrais pas que, ne partagez pas, ne vendez pas ma maison, je voudrais que dans ce lieu, il puisse y avoir soit une école, soit qu'on fasse du bien avec, soit qu'on étudie, peu importe, une synagogue, ce genre de choses, où ça va très loin. Il y a même une histoire d'une personne qui a demandé à sa femme de jurer de ne pas se remarier, ce qui est dramatique. Elle l'a fait sur le coup. Après, l'histoire raconte qu'après, elle est partie voir, elle est partie voir le Maharshal, un des grands décisionnaires, des très, très grands maîtres du Talmud, autour du Talmud, dans les commentateurs du Talmud. Elle va lui dire, elle est seule avec des enfants, elle devrait se remarier. Et le Rav va lui dire, oui, tu dois te remarier. Il lui a annulé son vœu, il lui a il lui a obligé à se remarier. Le jour où elle s'est remariée, l'histoire raconte que à partir de là, elle est tombée malade, gravement malade, elle était en train de partir presque. Et sur son lit de mort, elle est partie voir, les enfants sont partis voir le Maharshal. Ils ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et le Maharshal est parti voir Dieu. Il s'est assis à côté de la malade qui était en train de partir. Il s'est adressé à Dieu, il a dit, tu sais que ce que j'ai fait, la décision que j'ai prise, c'est selon ta Torah. Il est hors de question que cette femme soit malade. Et c'est encore une fois, on parle d'un grand sadique, le Maharshal. Et la fin de l'histoire, c'est qu'elle s'en est sortie miraculeusement. Dès qu'il a eu cette conversation avec Dieu, elle s'est levée de son lit et elle s'en est sortie, elle a été totalement guérie. Mais ça veut dire qu'on ne joue pas. Chesed Shalemet, c'est quelque chose de très important. Je referme la parenthèse. Comment se fait-il que Yaakov suspecte que Yosef ne respecte pas les dernières volontés? Et on continue. On arrive sur nos réponses. Nos réponses, donc une fois qu'on a posé nos questions, c'est une question en 4 temps, si on peut dire. Le premier temps, c'est comment tu peux te permettre de demander d'aller tenir la Mila, ce qui est problématique. Une fois que tu enlèves la Mila et qui te dit, OK, je te promets, tu lui demandes de jurer. Puis ensuite, je retrouve mes étapes. Je me suis amusé à compter les étapes.
Non, c'est dernier. Première étape, c'est d'abord c'est Chesed Shanemet. Et confiance qui va le faire, c'est quelque chose de très important. Ensuite, deuxièmement, la Mila. Troisièmement, jurer. Quatrièmement, se prosterner. Donc c'est la même question, mais en 4 temps. 4 points qui font mal dans ce sujet. On va vers les réponses. La première réponse, très intéressante, et cette réponse en 2 temps, avec la période particulière qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que rappelez-vous, c'était le cours de l'année dernière, à cette même période, ce même jeudi, sauf que la configuration est un peu différente cette année. Demain, ce sera le 10 Tevet. Demain, on jeûne, et c'est toujours cette configuration de jeûne particulière. C'est rare qu'on jeûne à vendredi. C'est très rare d'ailleurs. C'est le seul jeûne pour lequel on va jeûner vendredi. Et on va en parler dans un instant. C'était tout le cours de l'année dernière était là-dessus. Mais justement, reprendre un peu selon le commentaire de Nachmani. Nachmani va nous donner la réponse suivante. Réponse, Nachmani va nous dire tout ce qu'a fait Yaakov, ce n'était pas parce qu'il remettait en doute les capacités de Yosef. Il n'avait aucun doute que Yosef allait le faire. Il était en train de négocier à travers Yosef avec le pharaon. Point. Une réponse très simple, très claire. On va l'argumenter point par point, chaque étape dans la réponse. Nachmani de référence numéro 3. Il dit lorsque Yosef va voir le pharaon, et c'est très dur comme phrase à entendre. Yosef va voir le pharaon, il va lui dire écoute, mon père m'a demandé de l'enterrer en Israël. La première réponse que va lui faire le pharaon, j'ai pas compris. L'Égypte, c'est juste un restaurant. On vient manger quand on est en pleine famille, et puis ensuite on s'en va. Vous êtes venus, on vous a accueilli à bras ouverts. Qui plus est, on a reçu un saint, Yaakov. Pourquoi je dis un saint? Rappelez-vous, dès qu'Yaakov est descendu en Égypte, la famine qui devait durer 7 ans n'a duré que 2 ans. Elle s'est arrêtée. Donc le pharaon sait que c'est un grand homme, Yaakov. Il descend en Égypte, il arrive, le jour où il meurt, il ne faut pas qu'il reste une seconde en Égypte, il faut qu'il parte. Et Yosef, devant cet argument, c'est difficile. Comment il va se sentir? Donc Yaakov, tout ce qu'il va faire avec Yosef, ça n'est pas pour Yosef, ça n'est pas à l'intention de Yosef, c'est donner les forces à Yosef de convaincre les arguments ou l'opposition que pourrait exprimer le pharaon. Et ça va se faire avec cette phrase, le serment. Il va à tout prix le faire jurer. Rappelez-vous pourquoi il le fait jurer, Rachi, on va le lire tout de suite. Rachi va nous raconter l'histoire derrière l'histoire, l'envers du décor. Il va nous dire que le jour où Yosef, le psaume dit Edut bi Hosef Samo, Betseto Aleret Mitzrayim, Sefat le Yadat Yeshma. J'ai cité une phrase du psaume un peu longue, mais il y a le point intéressant dans cette phrase, c'est bi Hosef. Il y a un et en plus dans Yosef. Bi Yosef, Yehosef. Pourquoi tu rajoutes ce et? Le Midrash raconte qu'en fait, le jour où Yosef est devenu vice-roi d'Égypte, il a eu un problème, Yosef. C'est qu'il fallait, pour accéder aux fonctions importantes de l'Égypte, il fallait connaître plein de langues. Il fallait connaître toutes les langues. À l'époque, on parle de chiffre de 70 langues. Et un ange est venu, Bi-Hosef lui a ajouté avec ce V l'ensemble des langues. Il s'est levé un matin, Yosef, et qu'il savait parler toutes les langues. Lorsqu'il est parti rencontrer le pharaon a découvert qu'il savait parler toutes les langues. Très impressionné, sauf que le pharaon connaissait toutes les langues sauf une, l'hébreu. Et donc Yosef avait une chose en plus par rapport au pharaon. Il fallait surtout pas que ça se sache. Donc le pharaon a fait jurer Yosef de ne dire à personne que lui connaît une langue en plus que le pharaon ne connaît pas. Le jour où Yosef va vouloir enterrer son père, le verset va dire, le pharaon va dire à Yosef, va enterrer ton père, Ka'asher Hishviecha, comme il te l'a fait jurer. Pourquoi tu rajoutes ces mots? Et Rashi va dire l'histoire derrière l'histoire, c'est que l'argument fatal pour convaincre le pharaon de laisser Yosef y aller, c'est il m'a fait jurer. Si tu penses qu'on peut passer sur un serment, il y a un autre serment sur lequel je pourrais passer. Je te rappelle que j'ai juré que je ne dirai jamais à personne que tu ne connais pas l'hébreu, que tu n'es pas légitime à ta place. Donc, le serment que va faire que Yaakov va faire à Yosef, c'est pas tant pour Yosef par rapport à Yaakov, mais pour permettre à Yosef d'arriver à aboutir, malgré l'opposition potentielle, qui finalement s'avérera réelle, du pharaon. Parce que le pharaon avait des arguments, et Yaakov anticipe ces arguments. Et ce qui est très beau dans ce commentaire, ça c'est l'explication du Nachmani, première version du Nachmani, j'ai envie de dire. Donc je répète rapidement, tout ce que va faire Yaakov pour Yosef, c'est pas par rapport à Yosef, c'est pour donner les possibilités à Yosef de combattre ou de convaincre le pharaon de le laisser le faire. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je veux bifurquer avec le Distevet, c'est la deuxième partie de cette première réponse, vu qu'il y avait 3 points. Ce deuxième point très très riche, très intéressant pour nous, on a posé la question pourquoi ce jeûne du Distevet est tellement particulier que c'est le seul jeûne qu'on va faire. Le texte va dire que s'il tombait Shabbat, on aurait jeûné Shabbat. C'est la puissance du jeûne. Et quand on regarde la suite des événements, je vous invite à revoir le cours de l'année dernière,
tout le cours était là-dessus. Quand on regarde l'enchaînement, les différents types de jeûnes, les différents malheurs qui sont arrivés au peuple juif, celui du 10 Tevet, c'est le plus facile. Il n'y a rien eu le 10 Tevet. Qu'est-ce qu'il y a eu le 10 Tevet? Le début du siège. Le début du siège. On ne parle pas de destruction du temple, on ne parle pas de mort, on parle du début du siège. Et l'année dernière, rappelez-vous, on était quelques mois à peine après le 7 octobre, et on avait expliqué qu'en fait, le plus grand drame, le plus grand malheur, la plus grande destruction, c'est pas lorsque l'ennemi est entré et commence à faire du mal. Le moment où tout se joue, c'est lorsqu'il vient à ta porte. C'est lorsqu'il s'approche de la frontière. C'est lorsque tu laisses aller trop près. Ça, c'était le sujet de l'année dernière. Et la chute par rapport à nous, en oubliant le caractère géopolitique, à notre niveau, au niveau personnel, la chute était que le premier ennemi duquel il nous faut se préserver, c'est pas le moment où la tentation est là, c'est pas le moment où la menace est présente, c'est le premier point, le tout premier point de départ qui est la première fois où je commence à laisser même une pensée intégrer mon esprit. Lorsque je laisse la pensée, lorsque je ne fais que penser, c'est pas grave, j'ai rien fait, je ne fais que penser. À cet instant, je suis déjà en train de m'exposer devant une situation qui deviendra, malheureusement la plupart du temps, dramatique. Et c'était l'histoire du 7 octobre, c'est ce qu'on disait l'année dernière, géopolitique, j'ai envie de dire, de manière géographique, c'est ce qui se passait. C'est waouh, en fait, c'est le jour où ils sont venus trop près, que c'était déjà signé. Ça avait d'autres conséquences, on avait parlé à plein de niveaux, professionnels, etc., etc. Mais au niveau personnel, c'est l'importance de ne pas attendre que la difficulté, que l'épreuve spirituelle, morale soit présente, mais de l'anticiper à sa première apparition. La première apparition, c'est celle à laquelle on ne prête pas suffisamment d'attention. À ce stade, on se dit, il n'y a rien, je n'ai rien fait, je ne fais que penser, il n'y a rien eu. Mais c'est cette pensée qui fait que le jour J, malheureusement, on tombe parce que c'est fini, elle est déjà installée, elle est rentrée par cette petite porte, maintenant elle est là. Et quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Nachmani va nous dire, Yaakov, lorsqu'il demande quelque chose à son fils, à Yosef, écoutez bien, lorsqu'il demande à Yosef d'aller l'enterrer, et il sait que ça va être difficile, dès le départ, à la première seconde, il le blinde, il lui donne toutes les ressources pour ne pas se trouver dans une situation à terme devant laquelle il aura à lutter. Le meilleur moyen de se débarrasser d'une épreuve, si on veut progresser à titre personnel, si on veut se développer, si on veut avancer, c'est tout faire, tout mettre en œuvre, ne rien négliger au départ, dès le départ. Ne pas attendre d'être devant la difficulté, de se dire « Waouh, quelles sont les ressources que j'ai maintenant pour tenir ?» C'est dès le départ, la première pensée, savoir lui attribuer le crédit, l'importance qu'elle représente, qu'elle revêt, et se dire dès le départ, mes décisions, ma prochaine décision, ma résolution de la nouvelle année, on va utiliser ce levier pour 2025, utiliser peu importe le levier, tant que c'est une bonne résolution, c'est positif. La première résolution, c'est pas de se dire, cette année, je vais faire plus ou je ne vais pas faire ça, c'est je vais anticiper la menace, le risque, lorsque je sais que je suis exposé, lorsque je sais qu'il y a une fragilité, je parle encore une fois à titre personnel, moral, religieux, peu importe, c'est me dire, je vais essayer cette année, comme on l'a fait l'année dernière, peut-être plus cette année, d'attribuer l'importance qu'elle mérite, cette première pensée négative ou cette première pensée qui, la dernière fois, m'a fait tomber. C'est cette pensée, c'est toute première étape. Dès que l'élément négatif, dès que la tentation, dès que l'épreuve se rapproche de moi, c'est déjà trop tard. C'est la première apparition sur laquelle il faut lutter, ou on peut encore lutter. Et c'est ce que Yaakov va faire, si je reprends le commentaire d'Achmanide. Yaakov va faire, il va pas dire à Yosef, s'il te plaît, regarde, j'ai confiance en toi, je sais que tu peux y arriver, je t'ai demandé d'aller, vas-y. Non, non, il va lui dire, j'ai confiance en toi, mais je te donne toutes les ressources possibles, jure, engage-toi. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne pourquoi? Dans ce sens-là, dans ce commentaire, c'est pas parce que je te caresse comme le renard. Le renard qu'on caresse, c'est son heure, il faut le caresser. Il a accédé au pouvoir, c'est maintenant lui le président de la République, même si c'est un vaurien, il faut que je m'écrase. Non, non, non. C'est beaucoup plus fort. C'est que je lui donne la puissance, je lui donne les capacités de pouvoir résister, de pouvoir être à la hauteur de sa fonction. Je suis devenu président alors qu'effectivement, j'avais aucune légitimité. Lorsqu'on va se prosterner, c'est pas pour me caresser, c'est pas de la pommade. C'est me donner la force, me donner les ressources pour arriver à être à la hauteur de cette fonction. Et c'est ce que Yaakov va faire à Yosef. Je me prosterne devant toi, même si c'est problématique, même si c'est pas évident, parce que je sais que bientôt, tu auras besoin de ces ressources. Tu te trouveras devant un dilemme terrible. Maintenant, l'épreuve, elle est légère, elle n'est pas encore là. Mais je sais que tu vas être confronté à cette difficulté. C'est maintenant, c'est dès le départ que je te donne toutes les ressources. Et je mets le paquet. Tout ce qui peut être fait, je le fais. Que ce soit jurer, que ce soit la mila, que ce soit se prosterner. Parce que je sais, je ne t'envoie pas comme ça, débrouille-toi, tu t'en sortiras. Je sais que quand tu seras devant, ce sera trop tard. C'est maintenant que je te blinde. Donc voilà, c'était notre première partie en 2 temps, le Nachmanide qui répond aux questions, et en même temps la chute avec le rapport avec le jour du jeûne de demain matin. Réfléchissez, demain c'est un petit jeûne.
mais pensez-y, quand on entre dans ce jeûne et qu'on réfléchit, de manière générale, chaque jeûne, c'est un moment de faire teshuva, c'est un moment de réfléchir, c'est pas le fait de ne pas manger, c'est surtout le fait de réfléchir à l'événement et à savoir que dans chaque situation, c'est l'amélioration de notre comportement qui est capable de réparer la cause des problèmes. Ce n'est pas les éléments à la surface, mais c'est la cause. La cause, ça se passe dans notre relation à Dieu. Donc, on cherche à se parfaire, on cherche à s'améliorer. Donc, demain, ce sera l'occasion, pendant ce petit jeûne, d'y réfléchir et de se rappeler que peut-être, voilà, la réflexion, mon attitude cette année, mon attitude ces prochains mois, si je veux m'améliorer, si je veux progresser à tous les niveaux, c'est pas de travailler sur comment je vais pouvoir lutter une fois que la difficulté est là, c'est comment je peux faire pour anticiper dès la première arrivée. Et ça se passe déjà au stade de la pensée. On termine sur ce point. Maintenant, on va au deuxième point. Le deuxième point qui traite plutôt d'éducation. Toujours dans la même idée, avec un message très fort. Et ça fait partie aussi de ma semaine, malheureusement, dans le même contexte. Ça a commencé avec une crémation potentielle. Baruch Hashem, ça se termine en enterrement. Je remercie Hashem. Et ça s'est enchaîné dans le même contexte, d'une chose à l'autre, dans une fratrie, dans une famille. Un des enfants qui a choisi un chemin qui ne convient pas et qui fait beaucoup de peine aux parents. Et dans ce cadre-là, on va commencer sur une histoire. Et à partir de l'histoire, on va essayer de s'inspirer et de revenir au texte, et de voir comment la paracha, on peut la voir sous cet angle-là. C'est l'histoire d'une jeune fille dans une famille ultra-orthodoxe, on va dire plein de valeurs et plein d'exigences, qui a choisi petit à petit de déraper, petit à petit de quitter le chemin de ses parents. L'adolescence plus, ça existe dans tous les milieux à un moment donné. Elle veut faire la vie, profiter de la vie ou sortir un peu plus. Et les parents qui sont présents auprès d'elle, qui lui disent écoute, c'est difficile, tu te couches tard, on ne sait pas, on s'inquiète tous les soirs quand tu n'es pas à la maison, essaye de faire quelque chose, rentre un peu plus tôt, on peut pas, on n'arrive pas à dormir. Arrive le jour où finalement, les parents lui ont dit écoute, voilà, ça y est, on t'a expliqué un certain nombre de fois, on ne dort pas quand tu n'es pas là, et pitié pour nous, on ne dépasse pas, on va se fixer minuit, 1 heure du matin maximum, ou minuit maximum. Ils ont fait ce deal, malheureusement, le fameux soir en question, quelques jours plus tard, elle rentre, il est 3 heures du matin. Le père, ce jour-là, il sort à la porte, il dit écoute, voilà ma fille, on t'aime beaucoup, tu sais, mais on avait dit une parole, c'est une parole. On avait dit donc ce soir, il faut que on peut plus continuer comme ça nous est impossible. Il faut que tu puisses comprendre ce qu'on ressent quand tu n'es pas là, quand l'inquiétude, nos nuits, c'est plus des nuits. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. Tu vas dormir il y avait un appartement qui donnait sur un genre de hall d'entrée qui était plus ou moins privé, dans lequel c'était les seuls sur le palier. On dit voilà, il lui sort un matelas, il lui dit ce soir tu dors sur le palier, tu rentres pas à la maison. Il lui sort un matelas, il lui sort un plat, parce qu'encore une fois, il n'est pas dans la rupture totale. Il lui sort un plat, un dîner, et il lui dit maintenant tu vas dormir. Donc la fille elle est un peu perturbée, il met dehors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques minutes plus tard, le père sort avec une chaise et avec son livre de Gemara. Il dit écoute ma fille, tu dors dehors, mais je reste avec toi, je te laisse pas comme ça. Donc je vais continuer mon programme, mais à côté de toi. Et toute la nuit, c'est une histoire qui s'est passée. Après, je dis pas que toutes les histoires qui se passent comme ça devront terminer de cette manière, mais il y a un point sur lequel je travaille avec vous aujourd'hui, avec moi d'abord, et avec vous en parallèle. Partager ce travail avec vous. Et toute la nuit, la fille, elle s'endort, elle se réveille, elle se retourne, elle voit son père qui est à côté, qui est présent et tout. Et l'histoire dit que cette histoire s'est terminée et que le matin, elle a pris une forme de réveil. Et petit à petit, elle est revenue, elle s'est rangée. En tout cas, la relation s'est améliorée. Et le point de réflexion de cette histoire, la particularité de cette histoire, c'est qu'elle a vu que ses parents n'étaient pas que en train d'exiger ou de jeter des règles, mais qu'il y avait de l'amour, il y avait de la proximité, que quand ils décident de mettre en place une règle difficile, ça ne veut pas dire je te jette et moi je vais dans mon lit. Si toi tu es dehors, moi aussi je dois être dehors. Mais en même temps, il faut que tu sois dehors parce qu'on est arrivé à la conclusion que c'est ce qu'il fallait pour que tu prennes conscience que ça ne peut plus durer. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est une leçon. J'ai raconté l'histoire pour aller vers le point vers lequel je veux l'emmener. Je vais vous emmener aujourd'hui à travers ce deuxième partie du commentaire. Première partie du commentaire, c'était Nachmani. Nachmani qui nous dit qu'en fait, tout ce qu'a fait Yaakov, c'était pour le pharaon. Deuxième partie du commentaire, tout ce qu'a fait Yaakov, c'était pour Yosef. C'était contre Yosef. Pourquoi? On va voir, référence numéro 4, à l'intention de Yosef contre la perspective de Yosef. C'est quoi? Yomer Yosef Alechav. Regardez la référence numéro 4, regardez le contraste. Quelques versets plus loin, la fin de la paracha de cette semaine. Yosef s'adresse à ses frères. Donc je répète, début de la paracha, c'est Yaakov qui s'adresse à Yosef. Fin de la paracha, c'est Yosef qui est dans le même scénario, il va mourir. Et il s'adresse à ses frères. Il dit voilà, je vais mourir. Velokim pakod ifkod etrem. Dieu va se souvenir de vous, vous inquiétez pas, vous sortirez d'Égypte. C'est Yosef qui dit ça à ses frères. Il va vous sortir de cette terre. Il va vous emmener vers la terre promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov.
Et là, je vous demande, à ce moment-là, Vehalitem et Tasmotai misé. Il lui dit, à ce moment-là, vous reprendrez mes ossements, vous les sortirez d'Égypte. La fin de la Torah, du premier livre de la Torah qu'on va lire cette semaine. Vayamot Yosef ben Neavaeser Shanim, Yosef est mort, il avait 110 ans. Vayachantu oto vayisem Baaron bemitzraim. Les 3 derniers mots du premier livre, il a été placé dans un cercueil dans l'Égypte. Le contraste avec le début de la paracha. Yaakov, il dit à son fils, jure, je te fais tenir la mila, je me prosterne devant toi. Pas un instant, tu me prends, tu me sors, tu m'emmènes en Israël. Yosef, il dit, laissez-moi en Égypte, en Égypte, en Égypte. Vayisem Baaron bemitzraim, les derniers mots sur lesquels tout le monde va se lever. À la fin de la paracha cette semaine, parce que c'est la fin du livre. Et on va dire Chazak, Chazak, Benit Chazak. C'est quoi les derniers mots? Les mots avec lesquels on arrive dans le prochain livre, c'est Vayisem Baaron bemitzraim. On est content, Yosef a été mis dans un cercueil en Égypte, dans l'Égypte. Exactement la voie opposée de son père. Son père, il lui dit pas un instant en Égypte, lui il dit tout complètement en Égypte, le jour où vous partirez, je partirai. Et c'est ça le point de rupture entre Yaakov et Yosef. Il y a 2 visions dans le rôle du leader, il y a 2 visions dans la position du parent, il y a 2 visions qui sont représentées, une par Yaakov, l'autre par Yosef. Yaakov considère que le rôle du maître, c'est le rôle du parent, le rôle de l'éducateur, le rôle du Yaakov, du tzaddik, c'est de se positionner très haut. J'ai été à l'université Y ou Z, peu importe laquelle, il y avait là-bas une figure. On la voyait tous les matins, le directeur, le maître à penser, le peu importe, il avait une position, rien qu'on le regardait, on s'inspirait. J'ai été dans un autre monde, dans la yeshiva, j'ai connu dans cette grande yeshiva, le Rosh Yeshiva là-bas, c'est un tzaddik. Il y a 4000 élèves, ou il y a 400 élèves, peu importe, on le voit, il est sur son estrade, on le regarde, rien qu'on le regarde, on est inspiré, on a envie de grandir. Est-ce que le Rosh Yeshiva, il connaît les élèves? Non, il ne connaît pas les prénoms. Mais les élèves, ils voient un modèle de perfection et ils s'inspirent de cette perfection. Yaakov dit, si je suis le maître, si je suis le leader, je dois être en Israël. Je dois montrer à mes enfants, à mes descendants, que là-bas, c'est là-bas, il faut sortir, on ne doit pas s'installer dans cette zone. On doit se lever, on doit monter, on doit constamment monter. Je place la barre de plus en plus haute pour pousser l'enfant justement à grandir. Et Yosef, il dit, c'est bien, mais tu crées une rupture, tu crées un détachement. Celui qui tombe, l'enfant qui a fait une bêtise. Vous connaissez le discours de « moi, à ton âge, tu sais ce que je faisais ?» Est-ce que ça aide un enfant à monter? Est-ce que ça aide véritablement un enfant à grandir? Mettons-nous à la place des enfants quand on dit cette phrase. Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça va me pousser ou alors ça crée simplement une différence? Toi, papa, tu vivais à une époque, ça n'a rien à voir. Comment tu veux me parler à moi? Yosef, il dit non. Pour donner la force à quelqu'un en Égypte, dans les galères de l'Égypte, de s'en sortir, de trouver l'espoir d'avancer, c'est quand tu restes à ses côtés. Yaakov et Yosef, ils ont 2 voies différentes. Et nous, ce qu'on va devoir utiliser au jour le jour, c'est les 2. On a besoin et du Yaakov et du Yosef. Mais lorsque je reprends maintenant la paracha, Yaakov fait jurer Yosef, réponse, parce qu'il sait que Yosef, dans sa conviction personnelle, son approche, son regard sur la vie est opposé au sien. Donc papa, tu penses que le plus important, c'est d'aller en Israël, mais le père sait que lui, Yosef, il dit, moi je pense que le plus important, c'est de rester en Égypte tant qu'on est là, pour que tu puisses constituer notre modèle le temps qu'on sorte de là. On a besoin d'un repère à nos côtés. On a besoin d'un professeur qui reste à nos côtés, qui me connaît dans mes problèmes, vers lequel je peux me confier. C'est cet enfant qui vient de se faire prendre une sanction ou un renvoi ou peu importe. Il y a 2 modèles. Il y a celui qui dit, pourvu que mon père n'entende pas. Il y a celui qui dit, la première personne que j'appelle papa, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai. Lequel des 2 est le meilleur? Je pense qu'il y a besoin des 2. On a besoin d'Yaakov, on a besoin de Yosef. Le premier cours sur la parentalité, l'art d'être parent, la première série, le premier mot du premier enseignement, c'est attention, mon père, mes parents, j'ai besoin de savoir qu'il y a une hiérarchie, qu'ils sont au-dessus de moi et qui me montrent le chemin. On n'a pas besoin de parents copains. J'ai assez de copains, mais je n'ai pas assez de parents. Ça, c'est le premier. Mais le deuxième, c'est qu'on a aussi besoin qu'il n'y ait pas de rupture dans cette fameuse hiérarchie. Et qu'il y ait aussi ce moment où le parent est proche de moi. Peut-être parent ami à ce niveau-là. Sans perdre son statut. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'on a et Yaakov, on a et celui qui montre le modèle. Rappelez-vous combien on transmet à travers l'exemplarité, à travers l'exemple simplement sans parler. Tout ce qu'on va faire sur nous-mêmes, tout ce qu'on va prendre, tout ce qu'on va progresser, toutes ces valeurs pour lesquelles on va militer, on va lutter à notre niveau, tout ce qu'on va entreprendre comme chantier personnel, c'est ce que nos enfants vont garder, sans qu'on ait besoin d'en parler.
Ils vont voir, ils vont ressentir, et croyez-moi qu'ils ont des capteurs d'authenticité infaillibles. Tout ce qui est faux, ils le sentent et ils se sentent très forts. Ils ont besoin d'authentique. Mais en même temps qu'il y ait ce modèle, en même temps qu'il y ait cette représentation de la valeur, en même temps qu'il y ait cette exemplarité, en parallèle, il y a besoin qu'il soit proche de moi. C'est cette proximité, comme l'histoire de cette fille. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on a ça. On a le père qui garde, c'est son modèle. Lui, ma vie à moi, c'est l'étude, j'étudie. Mais en même temps, ma vie à moi, c'est aussi d'être responsable de mes enfants. Donc il y a cette sanction. Ce sera le cours de cette semaine, la récompense et la sanction. Où est-ce que ça s'installe dans le système éducatif? Mais il y a la sanction qui doit avoir lieu, qui est réfléchie. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une sanction que je te jette. Combien de personnes dans leur judaïsme ont senti que j'ai été jeté? J'ai été jeté par Dieu. Si je souffre, c'est que j'ai été jeté. Et d'un coup, on découvre que non. La Torah nous dit que non. Quand quelqu'un souffre, c'est pas qu'il a été jeté, c'est Dieu qui est à côté de lui. Et que pour une raison qui nous échappe, emmène cette personne par temporairement ce moment difficile, mais Dieu il est à côté, il pleure avec lui. Le parent qui est à côté. Yaakov et Yosef. Regardez les textes. Mais la main de Ishbia, pardon. Je continue. Après la dernière référence. Comment? Sur la plage, je pars sur la plage, il dit, quand vous qui étiez à chez moi, je vois que tu n'es pas à côté de moi. Il voit le plan de sa vie sur des pas sur la plage, il voit toujours deux paires de pas. Les petits pas et les grands pas. Il dit, tout au long de ma vie, je vois tout ce que j'ai repassé dans ma vie, je vois qu'il y a toujours, tu es toujours à côté de moi, merci beaucoup. Mais quand j'arrive au moment les plus difficiles de ma vie, je vois qu'il n'y a qu'une seule paire de pas. Et pourquoi tu m'as laissé tomber dans ces moments-là? Et il répond, c'est pas que je t'ai laissé tomber, la paire de pas que tu vois, c'est pas la tienne, c'est la mienne. Tu étais dans mes bras à ce moment-là. Effectivement, ça fait partie de ces illustrations dont tu te souviens, qui ont probablement 15 ou 20 ans maintenant. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on se connaît, mais ça fait un moment. C'était les premières. Qui ont impacté ta vie. Exactement. Regardez la référence, on arrive sur la fin, l'écouter Sikhot. Je vais juste voir si je se positionne dans le texte ici. L'avant-dernier texte, l'écouter Sikhot, Kaf E 272. Yosef qui déchet Mitzrayim Atzma. Yosef est resté en Égypte, il a travaillé pour sanctifier, pour élever l'Égypte. Il est resté avec eux tout le temps où ils sont restés en Égypte. Yosef a souhaité rester avec eux, les accompagner, ne pas les laisser tomber pendant tous ces moments où ils allaient être en Égypte, pour leur permettre, dans les moments où ils sont en train d'être frappés par les policiers égyptiens, dans les moments où les enfants sont jetés dans les pyramides, dans les briques, les enfants sont jetés dans le Nil, lorsqu'il y a toute cette douleur, toute cette souffrance, qu'ils puissent à ce moment-là regarder Yosef, regarder le cercueil qui est à côté d'eux et se dire waouh, mais Yosef aussi, il a passé une enfance tellement difficile. Mais Yosef aussi, il s'est fait vendre par ses frères. Yosef a été jeté en prison par le Potiphar. Yosef a passé des années terribles. Et à la fin, il s'en est sorti, il est devenu le vice-roi d'Égypte. Ce qui veut dire que tout le temps de ce parcours, toutes ces difficultés, il n'était jamais seul. Il y avait toujours un Kadosh Baruch Hu qui avait son plan. Et c'est ce que Yosef a représenté toute sa vie. Jusqu'au dernier moment de sa vie où il va dire à ses frères, je ne vous en veux pas, c'était le thème de Shabbat dernier, je ne vous en veux pas, je ne vous en ai jamais voulu, je ne vous prends pas pour les responsables de cette situation, je ne vois que le bien que Dieu voyait dans cette situation. Yosef, c'est ce qu'il représente et il reste à côté de nous, en Égypte. Vayisem Baaron Bemitzraïm. Il est en Égypte, il est dans cette boîte pour nous accompagner tant qu'il en reste un en Égypte, il est encore en Égypte. Il sort le dernier. Et le rabbi reprend ce texte en disant que c'est la raison pour laquelle, à notre époque, le rabbi précédent et le rabbi ont choisi d'être enterrés aux États-Unis. Pour qu'il ne puisse pas y avoir un juif aux États-Unis qui se dise dans ma situation, moi je suis un cas perdu. Si je veux m'en sortir, il fallait que je sois en Israël. Regarde, même eux sont partis. Il y a besoin d'avoir ce petit morceau qui me rappelle que peu importe où je suis, combien de fois on parle de voyage chez le rabbi, et chaque fois on parle pourquoi le voyage, ce ne serait pas en Israël, pas en Amérique. Il y a cette idée, et Dieu sait combien aujourd'hui on voit la révolution qui se passe dans cette partie du monde, où j'ai mon endroit, j'ai cette zone dans laquelle je peux, en étant en difficulté, savoir, en étant dans cette bassesse ou dans ce quotidien qui n'est pas le plus élevé, me dire, j'ai où me raccrocher. J'ai Yosef qui est à côté de moi. Alors, le rabbi précédent s'appelle Yosef Yitzhak. Le rabbi, on fait le parallèle entre les deux. Donc encore une fois, on a vu deux ou trois points aujourd'hui. Après nos questions, on a commencé par Nachmanide, qui expliquait que c'était à l'intention du pharaon. Et la leçon intéressante, le deuxième point de la première partie, c'était
par rapport à nous, savoir qu'il va blinder Youssef dès le départ. Il sait que c'est une mission qui sera difficile. C'est au début qu'il le blinde pour éviter la confrontation, pour éviter le moment où il y aura la difficulté. Et à notre niveau, ces décisions d'empêcher la menace du premier stade d'apparition, menace au niveau personnel de notre développement, c'est ces pensées qui ensuite deviennent des tentations, des épreuves réelles difficiles à surmonter. Et la deuxième partie, c'est cette différence entre les deux modèles. Le modèle Yaakov qui place la barre haute et qui nous enseigne systématiquement de voir, voilà la direction, on ne peut pas rester. Si je reste en Égypte, si Yaakov, dans la philosophie de Yaakov, si Yaakov il reste en Égypte, les gens vont s'enfoncer en Égypte, ils vont s'encrasser, j'ai envie de dire, s'engraisser en Égypte, ils vont rester en Égypte, on est bien, même lui il est avec nous. Ça c'est l'approche Yaakov. Donc je dois être en haut pour montrer non, c'est pas là, il faut toujours progresser, il faut sortir de là. Yosef, c'est je suis le dernier à quitter le bateau. Je reste avec vous. Comme ça, chaque instant, vous avez systématiquement cette proximité. Dans le rapport avec le père, il y a le père qui montre l'exemple, mais il y a le père en même temps qui passe ces moments de proximité, qui montre à son enfant que tout en étant toujours un exemple, toujours un modèle, il y a ces moments où on peut partager. Il y a ces moments où il y a ces moments de complicité, tout en étant père, je répète, tout en étant parent, mais il y a quand même ces moments où je vais me mettre à son niveau, où je vais parler avec lui, où je vais créer ces moments de complicité. C'est essentiel, je répète l'exemple, que l'enfant puisse dire à n'importe quel moment, s'il y a quelque chose que je dois dire, c'est à mes parents en premier. Peut-être pas en premier, en deuxième, mais en tout cas, qu'il puisse y avoir, vous ne pouvez pas imaginer, surtout quand quand l'enfant grandit, quand il arrive à l'adolescence et quand il arrive à l'âge adulte, qu'il y ait ce lien-là, ça n'a pas de prix. Qu'il puisse se dire, mon père, ma mère, mes parents, l'un ou l'autre, parfois c'est plus l'un que l'autre, ou les deux, je sais que je peux les appeler, je peux parler de tout, je serai accueilli, je sais qu'ils m'aiment de manière inconditionnelle, il n'y a pas plus fort que ça pour permettre à un enfant de grandir comme il faut. Shabbat shalom et Bezrat Hashem. Je réponds une seconde, je reprends les règles. Quelle question j'ai pas répondu? J'ai répondu. J'ai dit les 4 points. Dans la première approche de Ramban, c'est pour le blinder contre le pharaon. Dans la deuxième approche, c'est pour le blinder contre lui-même. Que Yosef lui-même est opposé. Donc il va mettre toute cette énergie pour convaincre Yosef d'aller dans sa voie et de ne pas respecter celle qu'il aurait eu tendance à respecter lui-même. Shabbat shalom.